Merhaba, koronavirüs röportajlarına devam ediyoruz. Bundan önce finans, hukuk ve kulüp yönetimi alanlarında önemli uzmanların görüşlerini almıştık. Bugün de Avrupa'daki taraftarların görüşlerini alacağız. Bunun için Football Supporters Europe'un direktörü Ronan Even'le beraberiz. Ronan, bonjour, merci d'être Bonjour. avec. Ronan Even est directeur exécutif de Football Supporters Europe qui représente tous les supporters de foot dans le continent. Ronan, d'abord, personnellement, comment vivez-vous cette crise? Oui, alors le football, je pense qu'on peut vivre quelques temps sans football. C'est plutôt tous les aspects sociaux autour du foot, les amis qu'on rencontre au stade, les émotions, etc. C'est plutôt ça qui me manque à titre personnel. Et puis en tant qu'organisation, c'est sûr que d'organisation de supporters, c'est une époque étrange parce que notre raison d'exister, c'est les matchs de foot. Et donc, on essaye de se réinventer et de trouver une utilité pendant ces temps de crise. Et vous avez raison. En tant que Football Supporters Europe, vous considérez d'abord cette crise comme une question de santé publique? Oui, bien sûr. Je crois que c'est aujourd'hui le sentiment le plus partagé en Europe. C'est-à-dire que on est sur une crise de santé publique. On peut vivre sans football pendant un moment. Il est même nécessaire et indispensable de vivre sans football pendant un moment. Le football en lui-même, le sport est devenu secondaire du fait de la gravité de la crise de santé publique. Les organisations de supporters dans un moment de pays européens sont mobilisées pour justement utiliser ces forces vives que sont les organisations de supporters et prendre part à l'effort de solidarité avec les personnels soignants, avec les personnes vulnérables. Donc oui, pour nous, tout le monde a pris non seulement conscience de l'envergure, de l'ampleur de la crise sanitaire, mais également un nombre vraiment incroyable d'organisations de supporters sur tout le continent se sont mis à jouer un rôle proactif dans cette crise. Alors évidemment, quand d'un côté on a des supporters qui se battent pour justement aider l'ensemble de l'Europe à sortir de cette crise, et de l'autre, on a des autorités sportives qui souhaitent reprendre des matchs à huis clos. Ça paraît un peu, on a l'impression d'être un peu dans deux univers parallèles. Oui, c'est exceptionnel, cette solidarité des supporters sur tout le continent. Au sein de Football Supporters Europe, vous êtes pour une reprise de championnat ou non? Alors, c'est compliqué. Mhm. Le sentiment dominant aujourd'hui dans l'immense majorité de l'Europe, c'est d'attendre. C'est qu'il n'y a pas d'urgence. C'est que tant que la situation sanitaire ne sera pas stabilisée, il n'y a pas de nécessité de reprendre les matchs. Il y a aussi une opposition très forte à la reprise des matchs à huis clos, avec l'idée que les supporters font partie du foot et que il n'est pas acceptable, il n'est pas légitime de reprendre les matchs avant qu'il n'ait la possibilité de revenir au stade. Maintenant, évidemment, il y a également des nuances d'un pays à l'autre. Et si dans certains pays, les organisations nationales de supporters ou des coalitions de groupes de supporters, en France, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Italie, se sont montrés très fermement opposés à la reprise à huis clos. En Norvège, notamment, les supporters sont relativement heureux que le football revienne parce qu'ils vont pouvoir aller se réunir dans des bars, voir les matchs, etc. Un autre contre-exemple, c'est l'Angleterre, où la question des matchs à huis clos divise énormément, puisqu'il y a aussi une prise en conscience que le modèle économique du football anglais est très fragile et que sans les droits télé, eh bien, il y a une crainte que certains des clubs disparaissent. Il y a un traumatisme lié à certains clubs qui ont disparu ces dernières années. Et donc, voilà. Je pense qu'il y a, de manière générale, une opposition à un retour immédiat du foot et un retour qui serait perçu comme étant précipité dans la situation sanitaire actuelle. Et après, le rapport au match à huis clos, il est un peu différent d'un pays à un autre, même si, comme je vous l'ai dit, la position dominante, c'est vraiment le refus des matchs à huis clos. D'après vous, pourquoi certaines ligues, certains clubs poussent pour achever cette saison? C'est des questions financières.
ce que cette crise révèle, et c'est quelque chose que le grand public des supporters n'avait pas forcément conscience, en tout cas n'avait pas réalisé à quel point le foot était une économie fragile, que des grands clubs de foot comme Schalke en Allemagne en soient réduits à devoir quémander à leurs supporters de ne pas, qui ne demandent pas le remboursement du reste des matchs sur leur abonnement pour des sommes dérisoires, des sommes qui sont au maximum de l'ordre de quelques centaines d'euros, parce que les clubs, l'immense majorité des clubs a déjà dépensé l'argent des revenus de billetterie, parce que l'immense majorité des clubs a déjà dépensé l'intégralité des revenus des droits télévisés qui ont été versés. Et donc, j'ai l'impression que de nombreuses personnes n'avaient pas nécessairement réalisé à quel point leur club, qui paraît riche vu de l'extérieur parce qu'il y a un chiffre d'affaires annuel, un turnover formidable, en fait, leur club n'a pas de réserve, leur club dépense l'argent à la seconde presque où l'argent rentre, et se met et aujourd'hui dans une situation financière compliquée parce que l'immense majorité des clubs auront du mal à survivre au-delà d'une saison blanche. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui avec des clubs, avec des ligues qui expliquent aux supporters, au grand public que le football tel qu'on connaît va disparaître si on ne peut pas jouer les matchs à huis clos, c'est un aveu de faiblesse. Et du coup, ça renforce la perception que le modèle économique du foot n'est pas viable. Et on voit... j'ai l'impression qu'on rentre dans la phase de la crise, là où on commence à avoir une discussion publique sur qu'est-ce qui vient ensuite, après 2 mois de crise sanitaire, et qu'est-ce qui vient ensuite pour le foot. Et on commence à voir des contributions intéressantes de groupes de supporters, d'intellectuels, d'instituts de recherche, qui se penchent sur qu'est-ce que sera le foot d'après, et le foot d'après sera vraisemblablement différent. Enfin, l'économie du foot d'après sera vraisemblablement différente. Et donc, je pense que voilà, cet acharnement du monde du sport à reprendre à tout prix du fait de la dépendance aux droits télé, eh bien, ça envoie un message de faiblesse au grand public. Vous avez parlé de la fragilité de certains clubs, même certaines ligues. Est-ce que vous prévoyez qu'à la fin de cette crise, certains clubs peuvent tomber en faillite ou même disparaître? Visiblement, c'est un risque qui se pose. On a déjà quelques clubs dans des ligues moyennes ou mineures d'Europe centrale qui ont déposé le bilan. Je crois que voilà, tout le monde va avoir un rôle à jouer là-dedans pour aider les clubs à survivre. Personne n'a envie de voir son club disparaître. Maintenant, la menace de la disparition des clubs, elle est très différente d'un club et d'un pays à l'autre. On a des clubs dont on sait qu'ils sont détenus par des propriétaires avec d'importantes réserves et qui agitent le spectre de la disparition, de la banqueroute, de manière certainement un peu excessive. Et puis, il y a aussi la relation au risque de banqueroute, et il est différent d'un pays à l'autre. Si vous êtes un supporter anglais et que votre club fait banqueroute, c'est terminé. Le club disparaît, vous perdez les couleurs, vous perdez le stade, vous perdez l'histoire, vous perdez le nom, tout disparaît. Si vous êtes en France, alors c'est dramatique pour plein de gens, ça inclut des ruptures de contrat, des gens au chômage, etc. Mais le club en lui-même ne disparaît pas. Le club est rétrogradé, reprend son statut amateur, etc. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La relation au match à huis clos et au risque de banqueroute des clubs, elle est très différente d'un pays à l'autre parce que le risque est différent d'un pays à l'autre. Si aujourd'hui mon club en France, le FC Nantes, faisait faillite, eh bien, il reprendrait en 5e, en 6e division. Ce qui serait pas une bonne nouvelle, mais ce qui comparé FC Bury en Angleterre n'est pas quelque chose de dramatique. Le pire est que la situation financière et économique est critique pour tous. C'est-à-dire même les supporters souffrent d'une manière financière. Est-ce que c'est le temps d'être solidaire avec le club pour le supporter, s'ils peuvent? C'est une bonne question. Le problème, c'est que dans un certain nombre de pays, on peut bénéficier du chômage partiel et l'impact financier de la crise est limité.
Mais dans de très nombreux pays européens, des gens sont sans revenus depuis 2 mois, depuis 3 mois, et ça va durer. Donc la contribution des supporters au foot sera de toute façon réduite. Si vous avez perdu votre emploi, si vous êtes sans revenus pendant plusieurs mois, la priorité n'est vraisemblablement pas de payer un abonnement pour voir des matchs à la télé ou de contribuer financièrement à la survie du club. On vit dans une époque, enfin dans la crise actuelle, la priorité d'un très grand nombre de gens, s'ils ont de l'argent à donner, ça va être de donner de l'argent aux organisations caritatives qui viennent en aide aux populations exposées, qui viennent donner de l'argent pour des mouvements de solidarité pour les personnels soignants, etc. Donc le football va venir un peu, je crains, en deuxième rideau. Alors il y a une question de capacité. Les gens vont avoir moins d'argent à dépenser dans le foot. Et même si, s'ils n'ont pas acheté de billets, s'ils n'ont pas à se déplacer à l'extérieur pour les matchs et tout cela, néanmoins, il y aura moins d'argent qui rentrera dans le foot. Et puis oui, la survie, dans le contexte de crise sanitaire actuelle, la survie d'un club de football professionnel, ça ne paraît pas à grand nombre de personnes comme étant une priorité absolue. Revenons dans cette question qui me paraît très, très importante des matchs à huis clos. Qu'est-ce que vous pensez à propos des matchs à huis clos? Le match à huis clos, ça doit être vraiment le dernier ressort. La crainte, c'est un peu que ça devienne la norme d'une façon ou d'une autre et qu'on avance de plus en plus vers un spectacle télévisé plutôt qu'un sport vivant avec du monde dans les tribunes, etc. Encore une fois, il faut dissocier deux choses. L'opposition au retour maintenant, alors que la situation sanitaire n'est pas stabilisée, et une situation où, sur une période précise, on pourrait éventuellement avoir des matchs huis clos. Donc, notre position, voilà, c'est celle-là. Maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a un certain nombre d'acteurs dans le monde du foot, et c'est le cas en Allemagne, qui vont essayer de créer un spectacle d'une situation, d'une crise sanitaire, puisque l'absence de supporters dans les tribunes, c'est une conséquence de la crise sanitaire. Donc, s'il faut que les matchs se jouent, on les joue. Mais par contre, on n'en fait pas un spectacle formidable parce que c'est bien une conséquence directe de la crise sanitaire. Donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs, de sociétés de production télévisuelle qui démarchent les diffuseurs, les ligues, les clubs pour créer des systèmes de réalité augmentée, pour projeter des faux supporters sur les tribunes, ce genre de choses. Sky Sport Allemagne a annoncé ce matin qu'ils diffuseraient pendant leur match une bande sonore de chants de supporters enregistrés précédemment. Donc on est là sur quelque chose quand même au niveau d'un jeu vidéo. Là, c'est FIFA de 2020. Et tout ça est très mal perçu parce que on remplace des gens qui peuvent pas venir à cause de la crise sanitaire. On remplace des gens qui, en plus, ont, dans leur immense majorité, joué un rôle positif dans la crise sanitaire. Et ça renforce aussi la crainte que le huis clos devienne, pour une longue période, devienne la norme. Et donc, du coup, il y a un rejet massif de toutes ces techniques, de production ou autres qui permettraient de remplacer virtuellement le supporter dans le stade. Ouais. Et par ailleurs, alors c'est un autre sujet, mais qui est aussi très présent en Angleterre et en Allemagne, à ma connaissance, mais je suppose que c'est discuté ailleurs également, c'est le risque lié à des regroupements de supporters à l'extérieur des stades. C'est-à-dire qu'on joue le match et des supporters se regrouperaient à l'extérieur. Le risque, c'est ce qui s'est passé avec le supporter de Paris Saint-Germain avant le confinement, pendant le match contre Dortmund. C'est l'exemple qui est énormément utilisé en Angleterre et en Allemagne. Donc nous, on a regardé, on s'est renseigné, on a parlé à nos membres, et on pense que le risque est complètement exagéré, qu'il est proche de zéro en réalité. Parce que, comme vous le dites, les exemples qui sont utilisés, c'est Valence, c'est PSG Dortmund, mais tout cela avait lieu avant le confinement, à une époque où la vie continuait. La semaine quelques jours avant PSG Dortmund, le président Macron allait au théâtre.
Donc on était dans une autre configuration. C'était un rassemblement qui avait été autorisé par les autorités. Aujourd'hui, si on prend l'exemple des supporters du PSG, aujourd'hui, les supporters du PSG ont levé des fonds colossaux et distribuent de la nourriture, des produits de première nécessité au personnel soignant, aux pompiers, aux SDF de Paris depuis des semaines. Donc, c'est pas cohérent qu'aujourd'hui, on ait des groupes de supporters comme à Paris, comme les groupes de supporters d'Everton et de Liverpool qui fabriquent des visières en plastique pour le personnel soignant, que ce soit eux qui appellent à des rassemblements qui mettraient tout le monde en danger, ça n'a aucun sens. Il y a bien sûr des risques qui sont liés à la présence de gamins du quartier autour des stades, de la présence de personnes qui n'ont pas grand-chose d'autre à faire, mais c'est un risque de sécurité publique. Ça n'a rien à voir avec un risque de rassemblement en grand nombre de supporters autour des stades. Ouais. Est-ce que les réseaux de supporters sont consultés par les fédérations, par les ligues, en ce qui concerne la reprise ou autres décisions? Ça dépend des pays à un autre. Dans les pays qui ont une tradition du dialogue, ça existe. Ça existe en Allemagne, ça existe en Angleterre. Je pense que dans des pays plus nombreux, la discussion sera menée quand il sera le temps de ramener, de réautoriser les gens dans le stade, sur les conditions pour les réautoriser, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, etc. À l'heure actuelle, le dialogue, il existe encore une fois dans certains pays. Nous, on est en dialogue constant avec l'UEFA. Maintenant, voilà, encore une fois, la position des supporters vis-à-vis de la position des diffuseurs, elle est un peu déséquilibrée. Mais ça n'empêche pas de passer des messages. Je pense que, encore une fois, la question du remplacement des supporters par des spectateurs virtuels va devenir centrale dans les semaines et les mois qui viennent sur la question la reprise. Et je pense réellement que le rejet va être quasi unanime. Et voilà, c'est des messages comme ça que les organisations de supporters peuvent passer. Et puis plus tard, quand il sera temps de réouvrir les stades, des discussions sur voilà, comment est-ce qu'on garantit la sécurité de tout le monde, comment est-ce que on permet aux personnes avec une santé fragile, personnes à risque, pardon, de revenir au stade. Tout ce genre de questions se poseront dans un second temps. Et je pense que là, on aura des discussions plus poussées, plus constructives que ce qu'on a à l'heure actuelle. Puisqu'à l'heure actuelle, de toute façon, tout le monde est dans l'expectative. Les plans de retour, des retours du foot sont basés sur beaucoup d'hypothèses et peu de faits. Et la position des supporters étant de manière générale une opposition au retour du foot, les discussions, je suis tenté de dire, n'ont pas nécessairement lieu d'être. Mais en espérant que plus tard, on arrive à quelque chose de plus constructif qui puisse permettre le retour de préparer le retour à la normale. Vous avez parlé d'un certain dialogue avec l'UEFA. Vous êtes régulièrement en contact avec l'UEFA? Oui. On est, ça fait partie de notre travail en tant qu'organisation européenne. On est le point de contact de l'UEFA sur les questions de supporters. Donc oui, on est en contact régulier. Nous, notre position a été de se féliciter de la position de l'UEFA sur l'arrêt des compétitions, le report de l'Euro et le fait de l'avoir fait très tôt, ce qui permettait aux supporters qui avaient prévu de voyager, eh bien de prendre leurs dispositions et d'annuler leur déplacement. Voilà, le dialogue continue. L'UEFA connaît notre position sur un certain nombre de choses. C'est une période bizarre. Hein. Nous, on aurait dû, là, aujourd'hui, on aurait dû se préparer pour les finales d'Europa League ou de Champions League. Ouais. On aide les organisations de supporters à organiser leurs déplacements, leurs animations dans le stade, où on observe les conditions d'accueil et de sécurité, etc. Voilà, nous aussi, là-dessus, on est aussi à l'arrêt. Mais voilà, avec l'UEFA, le dialogue existe. On espère arriver à faire passer un certain nombre de messages. En début de ce semaine, nous avons lu un communiqué de plusieurs groupes ultra en Europe. Ils ont appelé l'UEFA à ne pas reprendre la compétition. Qu'en pensez-vous? Le message, il a le mérite d'être clair et d'être partagé par un très grand nombre de groupes. Comme je disais tout à l'heure, c'est la position dominante en Europe, le refus du retour du foot. Donc, c'est un message qui a un écho assez fort dans le reste de l'Europe.
Maintenant, voilà, c'est un message qui reflète la position des groupes dans les pays en question. Donc, on a une dizaine de pays qui sont représentés dans ce communiqué. Le rôle des supporters aujourd'hui, il est complexe parce qu'on est privé de nos moyens d'expression habituels qui sont dans le stade. Donc, voilà, on passe par des communiqués, parfois par des banderoles, comme on le voit beaucoup en Italie, accrochées à proximité des stades, etc. Mais on est quand même privé de notre moyen d'expression principal. Dans la réflexion qui s'amorce sur le futur du foot, je ne pense pas que les supporters vont. C'est pas les supporters seuls qui vont pouvoir construire un nouveau modèle, mais comme je disais tout à l'heure, on voit des réflexions assez poussées se mettre en marche sur de la part d'intellectuels, d'universitaires, de journalistes, de supporters, d'organisations de supporters. Et donc c'est un peu ce qu'il faut voir aussi, c'est que les supporters apportent leur pierre à l'édifice. Et il faut que pour le football qui vient, le football d'après, il va falloir prendre en compte aussi leur point de vue. S'il y a une chose que cette crise a démontré, c'est aussi leur importance dans le stade, parce que on se rend compte, c'est peut-être encore plus évident aujourd'hui qu'on s'apprête à reprendre des matchs à huis clos, qu'il n'y a pas de football sans supporters et que le produit télévisuel vendu par les diffuseurs, s'il n'y a personne dans les tribunes, le produit perd énormément en valeur. Et donc, ça va être intéressant d'observer quel va être l'accueil du public vis-à-vis de ces matchs à huis clos. Généralement, dans les pays où ça existe, pour des raisons disciplinaires comme la France, ou pour des matchs UEFA également pour des raisons disciplinaires, généralement, c'est des matchs qui font des audiences plutôt moindres. Là, évidemment, il y a une attente assez forte du retour du foot. Les gens n'ont pas grand-chose d'autre à faire, donc je pense que la première réaction, ça va être de regarder les matchs. Mais sur le long terme, je ne suis pas convaincu que les audiences soient particulièrement bonnes. Mais c'est quelque chose qui va être intéressant à observer. Ouais. Ma dernière question concerne la saison prochaine, même les saisons prochaines. Si la santé publique, la sécurité ne sont pas améliorées, la saison prochaine, les ligues devront-ils se reprendre? La menace d'une faillite généralisée des clubs européens, encore une fois, elle est un peu exagérée là dans le contexte actuel. Mais ce qu'on sait, c'est que les clubs et les ligues ne disposent pas de réserves illimitées et que si l'arrêt devait aller au-delà de la saison actuelle, on serait dans une situation financière beaucoup plus compliquée. Donc, encore une fois, la reprise, elle est guidée par des impératifs de santé publique et ça dépendra de comment évoluent les choses. Le foot est une activité économique avec des salariés, avec des joueurs qui veulent faire leur travail dans des conditions de sécurité satisfaisantes, mais également même des matchs à huis clos. On a du staff dans les stades, on a des stadiers, on a du staff non sportif. Et tous ces gens-là veulent faire leur travail dans des conditions acceptables. Donc le foot est comme le reste de l'économie européenne. Je ne pense pas qu'il dispose d'un statut, qu'il doit disposer d'un statut particulier qui lui permette de prendre des risques inconsidérés par rapport à une salle de concert ou à un patron de bar. Personne à l'heure actuelle ne semble en mesure de savoir où est-ce qu'on en sera dans 6 mois et il est difficile de faire des plans sur la comète. Ce que je sais, c'est que le sentiment de solidarité chez les supporters vis-à-vis des joueurs, il est très fort, que les messages des joueurs qui disent qu'ils sont inquiets de retourner jouer, c'est des choses qui sont très entendues dans les groupes de supporters, parmi le grand public, et que s'il y a peut-être une attente d'une partie du grand public pour que le foot revienne à la télé, je crois que personne ne souhaite voir les joueurs de son équipe prendre des risques inconsidérés pour leur santé, pour la santé de leurs proches, etc., pour pouvoir reprendre, s'ils devaient reprendre les matchs. Ronan Evan, directeur exécutif de Football Supporters Europe. Merci à vous. Merci.